Le vendredi 4 novembre à Bergerac, salle de l'Orangerie, la LICRA, en partenariat avec la mairie de Bergerac, ouvrait son exposition consacrée au regard des jeunes sur la déportation. Betty Wider, présidente de la LICRA, évoque avec Canal Pourpre l'intérêt de ces voyages et les actions menées par la LICRA. Madame Wider, bonjour, bonsoir, plutôt nous sommes à Bergerac ce soir à la salle de l'Orangerie. Vous êtes présidente de la LICRA d'Ordogne, l'ICRA d'Ordogne qui organise une exposition qu'on peut voir salle de l'Orangerie à Bergerac sur des comptes rendus, le regard des élèves sur la déportation. Sur la déportation, plus précisément sur les camps d'Auschwitz-Birkenau essentiellement. Voilà, camp d'Auschwitz-Birkenau et Majdanek, parce qu'il n'y a plus que cela qui existe. Malheureusement, au-delà, tout a été écrasé, il n'y a maintenant que des pierres et des arbres. Bien, alors déjà, ces voyages ont eu lieu à quel moment, quelle période? Depuis 2006, toutes les années. Quand j'ai été élue présidente de la LICRA, j'ai mis un projet à Have a Dream. Je voulais emmener des jeunes scolaires gratuitement dans les camps de la mort pour en faire des futurs passeurs de la mémoire. Parce que maintenant, nous avons des cheveux blancs, mon mari et moi, et nous ne savons pas ce que demain peut être fait. Donc il faut que ces jeunes puissent maintenant transmettre. La preuve en est qu'ils peuvent transmettre. Parce que l'année dernière, j'en ai ramené déjà un qui était venu et qui s'est occupé de tous les élèves que j'avais emmenés, ainsi que cette année. C'est-à-dire que maintenant, toutes les années, j'en ramène un qui a déjà été formé et qui va former les jeunes. Si l'année prochaine, pour une raison X ou Y, on ne peut pas y aller, eux, ils iront et ils pourront faire le travail que l'on fait. Bien, j'invite les Bergeracois et même ceux qui habitent un peu plus loin de venir voir cette exposition. C'est tous les jours de 14h à 18h. On a des entrées libres, voilà. On a des témoignages, des photos, quelques textes d'élèves. Mais moi, les questions que je vais vous poser, c'est sur le fond vraiment de ces voyages. Vous avez utilisé l'expression de passeur de mémoire. Quand on regarde les panneaux, beaucoup d'émotions qui traversent ces panneaux. La question qu'on peut se poser par rapport à ces voyages, c'est la question d'ailleurs que Annette Wierwolka a posée en 2005 quand il y a eu les 60 ans de la libération du camp de Birkenau. Elle a utilisé une expression qui a pu choquer. On a parlé de charter de la mémoire pour désigner ces voyages qui ont été faits par le Mémorial de la Shoah ou par la LICRA dans les camps. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expression-là quand on parlait de charter de la mémoire? En fait, on déverse des élèves une journée, ils reviennent, et finalement, quel en est l'intérêt? Alors justement, la LICRA fait mieux que les autres. Nous ne faisons pas un jour, nous partons 4 jours. Donc nous restons une journée entière à Majdanek, une journée entière à Auschwitz, une journée entière à Birkenau. Ils ont le temps vraiment de voir, et on a 2 guides qui expliquent, et je suis là, témoin vivant, je n'ai pas été déportée, mais j'ai quand même toute ma famille à Auschwitz, 150 personnes de ma famille, dont un oncle qui est revenu et qui m'a raconté sa déportation de 3 ans et demi à Auschwitz. Et donc j'explique aux jeunes tout ce qui s'est passé là-bas à Auschwitz. La preuve en est qu'il y avait un journaliste l'autre jour que je faisais une conférence, il m'a dit: Mme Wider, j'ai entendu quand vous avez été arrêté, mais j'ai pas entendu quand vous avez été libéré. Je dis: mais j'ai pas été déporté. Mais il me dit: madame, vous parlez comme vous aviez été déporté. Je dis: non, mais on me l'a tellement expliqué, je connais tous les endroits. Et Majdanek est malheureusement le tombeau de mon père. Et j'ai retrouvé le four où a été mis mon père. Alors charter, non, je n'aime pas cette expression, pas du tout. Par contre, excusez-moi, je suis très bavarde. Charter, oui, charter, non, je n'aime pas, mais moi je refuse de partir en train, même jusqu'à Paris, parce que je ne veux pas. Le train, c'est une symbolique qui me plaît pas du tout. On comprend pourquoi. Pour en revenir sur cette histoire d'émotion et de raison, c'était un peu le fond du sujet d'Annette Wierwolka, c'est-à-dire que est-on obligé d'aller à Auschwitz-Birkenau pour combattre l'intolérance, pour connaître, pour transmettre la Shoah? Oui. Oui, parce que moi, quand j'ai décidé d'emmener ces jeunes, donc, il faut que je le dise, grâce aux subventions du Conseil général, de la municipalité de Périgueux, de pas mal de municipalités de la Dordogne, de sponsors privés, de la MSA, de l'éducation nationale, de l'académie. Donc, j'ai un devoir vis-à-vis de ces personnes. Et quand on revient, mes jeunes me font un travail de mémoire, un devoir de mémoire. Un texte que j'envoie donc à toutes ces personnes qui nous ont donné de l'argent pour montrer où va leur argent. C'est normal. Et donc, je m'excuse, la question. Oui. La question. Est-il nécessaire d'aller à Birkenau pour transmettre? Les gens qui viennent avec nous, parce qu'il n'y a pas que des jeunes élèves qui viennent, parce que les gens ont entendu dire qu'il y avait ce voyage, nous ont dit on veut y aller. J'emmène toutes les années 50, 54 personnes. Et ces gens qui sont intéressés par cette période, qui ont vu, qui ont lu, qui ont vu des films, qui ont tous les bouquins à la maison, quand ils sont là-bas, ils reviennent, ils me disent: Betty, mais c'est pas pareil, on n'avait rien vu, on n'a rien lu, on ne savait rien, il faut venir ici. Parce qu'en effet, il n'y a que là qu'on peut se rendre compte de l'innommable et de l'indicible. Alors, est-ce que ça veut dire que les ouvrages d'histoire
historiens ou même les cours que les professeurs font à l'éducation nationale ne servent à rien? Si, c'est une approche. C'est une approche. Mais pour concrétiser vraiment son travail de mémoire, si on est vraiment très intéressé, il faut aller là-bas. On s'en rend mieux compte parce que vous pouvez palper, vous pouvez toucher, vous humez, vous sentez encore les odeurs. À Birkenau, on sent encore quelques odeurs. L'odeur, donc, c'est quand même important. Ce n'est pas pareil que quand on regarde un livre ou un film. Donc là, en fait, on est vraiment dans l'émotionnel plus que dans le rationnel, on va dire. Oui. On est dans le devoir de mémoire plus que dans le travail de mémoire. D'ailleurs, votre lapsus était assez révélateur. Les historiens ou les enseignants sont plus pour ce travail de mémoire que ce devoir d'histoire de mémoire, justement, qui paraît un petit peu moralisateur, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ces élèves, quand on lit un peu les témoignages, j'ai pas pu m'empêcher de mes larmes de couler ou beaucoup d'émotions. Finalement, est-ce que ça parasite pas ce travail finalement essentiel de la raison pour lutter contre l'intolérance mais le racisme? Absolument pas. Bon, ces jeunes, j'ai voulu que cette exposition soit vraiment le vécu des jeunes. Mais après, ils se reprennent. Ils ont l'alarme, bien sûr, mais après, ils se reprennent. Et il faut voir comment ils parlent. Ils font des conférences dans leurs écoles, devant les autres classes. C'est ça qui est important. Et ils le disent autour d'eux. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Si vous voulez qu'on s'approche, là, on peut pas. Mais ça fait rien. Voilà. Adrien, 17 ans. Adrien, il était dans le bus derrière moi en Pologne, parce qu'on va en bus en Dordogne, en Pologne. Et il me disait, Betty, lis, il me faisait dire quelque chose. Je dis, non, Adrien, quand on va revenir. Ben, ce jeune, au retour d'Auschwitz-Birkenau, il a écrit un poème. Il a gagné quand même le premier prix de la jeune poésie, le premier prix national de la jeune poésie. Il a eu son prix à la préfecture. Et on a un masque là, Romain Petit. Il a écrit un livre qu'il a dédié à mon père qui est mort à Majdanek. Et ces jeunes maintenant ont monté la LICRA jeune. Et justement, essayent de mettre tous ces jeunes au courant de ce qui s'est passé. Et pour le plus jamais ça. Alors justement, magnifique transition, le plus jamais ça, expression qui est née au lendemain de la Première Guerre mondiale, la der des der, hein. Le plus jamais ça n'a pas fonctionné, 39, Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça. On a eu le Cambodge, on a eu le Rwanda, on a la Yougoslavie. Alors le Darfour, alors le plus jamais ça, à quoi ça sert? Mais ce n'est pas pareil. Je ne dis pas que ce ne sont pas des génocides, ce sont des génocides. Mais nous avons mis là, en 39-45, il ne faut pas oublier que, bon, on parle des Juifs là c'est Auschwitz-Birkenau, on parle des Juifs parce que je suis juive et que c'est nous qui avons payé le plus cher tribut. On a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués. Il ne faut pas oublier qu'à Wannsee, à la conférence de Wannsee en janvier 42, Hitler a réuni tous ses sbires, ses premiers sbires, et il a décrété la solution finale. C'était l'extermination des 11 millions de Juifs en Europe. Heureusement, il en a déporté que 6 millions, je dirais. Mais 6 millions, c'est déjà énorme. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait les résistants, il y avait les handicapés, il y avait les homosexuels, les ecclésiastiques. Enfin bon, je vous connaissais, je ne vais pas vous dire. Mais donc ça, c'est important à dire. Et il faut absolument le plus jamais ça, parce que c'était pas le même génocide, c'était l'extermination totale d'un peuple. Là, quand il y a eu au Rwanda, attention, je me bats, moi, l'ICRA, président de la LICRA, pour le Darfour, je me bats. Oui, mais vous n'êtes pas quand même dans la concurrence des victimes. Ah non, certainement pas. Mais non, certainement pas. Mais mais vous me dites le plus jamais ça. Je suis d'accord, je ne veux plus le plus jamais ça. Mais ce sont des ethnies qui se battent en fin de compte. Oui. C'est pas un autre peuple qui est venu pour exterminer d'autres. C'est pas la conquête de l'Europe qu'on va voulu faire Hitler. Mais attention, ce sont quand même des génocides et je travaille pour que ça n'existe plus. Il faut que vous sachiez que la LICRA nationale est quand même, c'est grâce à elle que le génocide arménien a été reconnu. Et on essaye de faire pour le Darfour et pour le Rwanda. On est en train de travailler là-dessus. Alors, sans revenir sur le tableau de la différence, les différentes typologies des génocides, voilà. L'idée du plus jamais ça, c'est de former un peu un incantatoire qui me paraît un petit peu illusoire peut-être. C'est pas parce qu'on décrète plus jamais ça, c'est pas parce qu'on amène des enfants à Birkenau que ça va pas se reproduire. Il y a un travail, de réflexion, de lutte contre le racisme. Alors qu'est-ce que la LICRA fait justement en Dordogne pour lutter contre le racisme? La LICRA, elle n'arrête pas. Premièrement, on fait des conférences. On a fait venir la responsable du comité Darfour. Elle est venue à Périgueux. Elle a expliqué ce qui s'est passé au Darfour. Pour le Rwanda, pareil. Là, pour le Darfour, on va avoir encore une exposition et on va avoir une exposition sur les harkis aussi. Les harkis, vous voyez, ça fait comme c'est global. Bon, on fait des conférences dans les écoles. On fait des conférences à l'école de police. Nous avons signé il y a 2 ans une convention avec le district de football
Dans le sport aussi, on lutte. Dans le sport, il y a du racisme dans le sport. Donc on a signé une convention avec le district de football, le CDOS, Comité départemental olympique sportif, et on vient de signer il y a 6 mois entre le district de football, la LICRA et messieurs le procureur de Périgueux et de Bergerac, une convention pour que le dimanche, on a le numéro personnel de monsieur le procureur, s'il y a une incivilité sur le terrain le dimanche, on téléphone tout de suite et on va devant les tribunaux. J'ai déjà emmené plusieurs personnes devant les tribunaux. Il faut leur montrer, il faut leur faire une leçon, il faut leur montrer un exemple. On va à l'école de police et nous allons signer là, c'est imminent, nous allons signer une convention avec la gendarmerie nationale et la police nationale, avec monsieur le préfet, pour justement aussi essayer d'éduquer tous ces policiers, tous ces gendarmes, tous ces futurs policiers. Futurs policiers, on le fait déjà à l'école de police. Mais là, tous les policiers déjà en poste et les gendarmes en poste, pour qu'ils sachent que le racisme et leur expliquer exactement ce qu'il en est. D'accord, donc la LICRA opère sur le terrain quasiment, en permanence pour lutter contre les discriminations. Partout. Et nous sommes à l'écoute des gens qui sont discriminés. Tous les jours, il ne se passe pas une journée, monsieur, sans que j'ai une plainte de quelqu'un qui vient me dire « j'ai pas trouvé de travail parce que je suis arabe, j'ai pas trouvé ça et ça et ça ». Alors je les reçois, je les écoute, je les emmène devant le tribunal s'il y a des témoins. Malheureusement, ils arrivent souvent, il n'y a pas de témoins. Et vous savez très bien qu'un dossier n'est pas recevable s'il n'y a pas de témoins. Mais l'année dernière, il y a eu un problème sur une dame black, et le monsieur a pris quand même 1 an de prison avec sursis. D'accord. Grave. Donc vous œuvrez, l'association en tout cas de se porte partie civile, peut se porter partie civile. Tout de suite partie civile, bien sûr. On obtient sur la discrimination, on demande 0 € ou 1 € symbolique, et même l'année dernière, nous avions été très surpris, on nous a alloué 200 €, alors qu'on n'avait jamais rien demandé. Mais là, vraiment, on a des procureurs nous écoutent, le président nous écoute du tribunal. Vraiment, maintenant, ils ont peur de la LICRA de toute façon, il y a moins de problèmes, parce que le président du district de football a dit dernièrement devant monsieur le procureur, depuis que la LICRA a signé avec le district de football, il y a quand même en 2 ans, moins 25% d'incivilité sur le terrain. C'est énorme. Ce qui montre aussi que ce racisme était important. Voilà. Comme vous parlez d'incivilité, on peut aller plus loin que ça. Voilà. Puis dernière question, contexte international, n'y voyez aucune provocation de ma part, mais ce matin, aujourd'hui aux informations, on apprend, suite à l'officialisation de la reconnaissance de l'État palestinien à l'UNESCO, d'une part que les États-Unis suppriment une partie de leur budget à l'UNESCO, et d'autre part on apprend qu'Israël va poursuivre sa colonisation par mesure de rétorsion. Est-ce que vous avez un regard personnel ou est-ce qu'il y a un regard de la LICRA déjà, et vous-même avez-vous un regard personnel? Permettez-moi de ne pas vous répondre. Là, vous êtes en train de transporter un problème politique étranger en France. Moi, je suis française avant tout. Oui. J'ai mon idée, j'ai toute ma famille rescapée de la Shoah qui sont en Israël, mais je n'ai pas le droit de dire officiellement ce que je pense ou ce qu'ils pensent. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la LICRA. D'accord. Mais sinon, vous n'avez pas d'avis personnel là-dessus? J'ai un avis personnel, mais que je ne veux pas vous dire. D'accord. Très bien. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Toutes les questions que vous voulez, mais là, c'est quelque chose de très personnel. Et il faut que vous sachiez que la LICRA est apolitique et religieuse. Et moi, je n'ai pas à m'occuper de ces problèmes là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas par rapport à votre combat militant que vous avez tous les jours, il n'y a pas des échos de ce conflit ici? Beaucoup d'échos. Écoutez, si vous voulez interviewer des gens qui étaient avec nous. Non. Enfin, écoutez, on a fait un voyage en Israël le mois dernier. On est parti 9 jours. Il y a des participants qui étaient là et qui se sont rendus compte sur place ce qui se passait et qui ont dit maintenant, si on nous dit toujours sur les Israéliens et les Palestiniens, on saura quoi répondre. D'accord. Ils ont vu, eux, sur place. Encore une fois, il faut aller sur place pour se rendre compte. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Excusez-moi, mais je ne peux pas vous avoir répondu. Je ne peux pas vous répondre.